Salam alaikum Azulfillaoun, bonjour. Certains analystes affirment que tout ce qu'endure notre pays aujourd'hui, tous les malheurs qui sont abattus sur lui, jusqu'à compromettre son existence même, nous viennent des événements qui ont suivi l'indépendance. Et qui ont suivi l'indépendance juste pendant les premiers jours de l'indépendance. Et qui ont vu la prise du pouvoir violente par l'armée des frontières. L'acte fondateur de ce régime et son acte de naissance a commencé avant l'indépendance, le jour où Boumedienne est devenu chef d'état-major général de l'ALN. En fait, le chef tout-puissant de l'armée des frontières, bien plus forte que l'ALN de l'intérieur, laminée par les opérations Chal. La vérité sur ces sombres événements reste à dire. Les témoins directs de ce pan de notre histoire partent les uns après les autres, comme Mohamed Mishati, le dernier des 22, qui vient de nous quitter, Rabbi yarhamou. Aujourd'hui, le matin des aides, 5 juillet 1962, 5 juillet 2014, 52 ans après l'indépendance algérienne. Al-Watan. La crise de l'été 1962, des origines à la fracture, les fissures d'une jeune révolution. Le soir d'Algérie, il était le dernier du fameux groupe des 22, Mohamed Mishati tire sa révérence. Nous allons d'abord regarder une vidéo et ensuite nous accueillerons notre principal invité. Vidéo s'il vous plaît. La guerre est finie. Vive l'Algérie indépendante, votée par 99% des Algériens musulmans. La guerre est finie. Alger est heureuse. Alger est en fête. Mais il y a tout à faire, des lois et un État. Le 5 juillet, Ahmed Ben Khedda, président du gouvernement provisoire formé en Tunisie par le FLN, entre à Alger. Les jours de fête sont aussi des jours d'inquiétude. Car au même moment, à 1000 km de là, l'armée des frontières, dirigée par le colonel Boumedienne, conteste les décisions du gouvernement provisoire et se prépare à marcher sur Alger. Cette image est rare, qui montre aux côtés de Boumedienne, à gauche, les chefs historiques de la rébellion, Ben Bella au centre, entouré de Mohamed Kider, Boudiaf et Aït Ahmed. Ensemble pour peu de temps encore, ensemble depuis leur arrestation 6 ans plus tôt, après le détournement de leur avion. C'est eux qui avaient organisé l'insurrection. Ben Bella, Kider, Aït Ahmed, Boudiaf. Avant eux, le premier, Messali Hadj, avait lancé dès les années 20 les bases du mouvement indépendantiste. Lui et ses nombreux partisans seront éliminés par le FLN pendant la guerre d'indépendance. Maintenu à l'écart, il mourra en 1974 sans jamais avoir été entendu. Car maintenant, c'est entre ces hommes que l'avenir de l'Algérie se joue. Et déjà leur destin, leurs ambitions, leurs projets politiques divergent.
Soutenu par l'armée, Ben Bella annonce la création d'un bureau politique pour prendre en main, dit-il, les destinées de l'Algérie. C'est l'affrontement. On parle de coup d'État, de dictature, de fascisme. Les leaders sont divisés. Cet été-là, ce devait être la paix et c'est à nouveau la guerre. Entre les frères cette fois. 25 morts à Constantine le 25 juillet, plus de 1000 près d'Alger en août. Lutte de pouvoir, complot, dissidence entre groupes armés. Le pays est divisé, paralysé. La guerre civile dure un mois, mais 7 ans ça suffit, il faut en finir. Le 9 septembre, le colonel Boumedienne et l'armée des frontières prennent Alger. Le gouvernement provisoire et les opposants du bureau politique sont éliminés. Ben Bella a maintenant les mains libres pour préparer les élections. Un seul parti et liste unique pour les candidats. Haït Ahmed et Boudiaf ne peuvent empêcher Ben Bella et Kider d'imposer la... Salam alaikum Jadid, bonjour. Nous allons accueillir Brahim Younsi, président de l'UDM, pour parler avec nous de ces moments cruciaux. Brahim Younsi, merci de nous avoir rejoints. Je vous remercie de m'avoir invité encore une fois. Merci à vous. Alors, je salue les téléspectateurs. Merci. En leur souhaitant un Ramadan Karim, Inch'Allah. Alors, cette histoire d'indépendance avortée, comme la qualifient certains, confisquée, comme la qualifient d'autres, volée, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Beaucoup de choses. Mais si vous me permettez de faire une rectification. Oui. Cette rectification s'agit de Mohamed Mchri, rahimahullah. Oui. Il n'est pas le dernier des 22. D'accord. Parce qu'il y a encore 3 survivants. C'est le titre du journal, hein. C'est vrai que... Je l'ai oui, lu, oui, je l'ai oui. lu, je l'ai lu. Effectivement. Absolument, je l'ai lu. Il y a 3 survivants que je veux citer. D'accord, je vous en prie. Oui. Il y a Othman Belouzdad, Oui. qui est malade. Il y a encore en vie Zouber Bouadjadj, qui est malade aussi. Et il y a Ammar Ben Ouda, qui est également malade. Voilà encore 3 membres des 22, ou ce qu'on appelle les 22. Donc le titre de l'article du journal, ça n'aurait pas dû nous échapper malheureusement, mea culpa. Voilà. Quant à ce qui s'est passé à la crise, ou ce qu'on appelle la crise de l'été 62, le reportage que vous avez passé est éloquent, il est très bien fait et il reproduit ce qui s'était réellement passé avant 62 et bien entendu au moment de la crise. Tout est focalisé ou se focalise sur la question du pouvoir. Oui. Parce que la question du pouvoir n'a jamais été réglée. Au moment où la question du pouvoir allait être réglée, je veux parler de Abban. Oui. Après le congrès de 58, un peu avant et après 58, Abban s'imposait comme le chef de la révolution, ce que lui contestaient ses autres camarades. Et les 3B notamment. Notamment les 3B. Oui. Qu'il faut citer, Kerim Belkacem, Ben Tobal, Akhtar Ben Tobal et bien entendu Abdelhafid Boussouf. Abban, nous connaissons hélas le sort qui a été le sien. Il a été liquidé, purement et simplement. Donc c'est... Petite précision, c'est Ibrahim. Au lendemain de sa liquidation, il a été étranglé par 2 moudjahidines qui ne savaient pas qu'ils étranglaient un chef historique. Au lendemain, El Moujahid a titré à la une, El Moujahid qui était le journal de la Révolution, Abban Ramdan tombé au champ d'honneur dans une embuscade tendue par l'armée française. Ce fut le mensonge fondateur de la presse algérienne. Tout à fait, tout à fait. Et de ce point de vue-là, l'ancien directeur d'El Moujahid, qui était Reda Melk, devrait s'en expliquer. Oui. Mais effectivement, l'hostilité
de l'état-major général, comme l'on disait à l'époque, au GPRA, ne datait pas de 1962. Elle datait bien avant 62, d'autant que il était déjà question de destituer l'état-major, si mes souvenirs sont bons, en 1961 par Ben Khadia, qui voulait destituer déjà la première fois l'état-major. Cela n'a pas été fait, la décision n'a pas été prise, malgré l'accord, j'allais dire, unanime des membres du gouvernement provisoire, Ben Khadia, y compris Krim, était d'accord pour la dissolution ou la destitution des membres de l'état-major. Il est vrai aussi que les divergences politiques étaient apparues bien avant l'indépendance de l'Algérie, bien avant ce qu'on appelle la crise de 62. Oui. Les divergences entre les hommes, entre les personnalités, entre les personnes, et non pas, comme le disait le commentateur du reportage que vous avez passé tout à l'heure, sur le programme et sur le projet. Et cela, tous les acteurs, les grands acteurs de l'époque disaient que les divergences qui nous opposent sont des divergences d'hommes. Savoir quels sont les hommes qui devaient diriger le leadership, les égos absolument surdimensionnés parfois. Absolument. C'est ce que disait d'ailleurs Mohamed Boudiaf, rahimahullah, qui avait, à mon sens, la meilleure des analyses et des approches quant à ce que l'État algérien devait devenir. Et il posait le problème, et c'est ce problème-là que nous vivons encore jusqu'à aujourd'hui, à savoir la reconversion du FLN, la reconversion des méthodes du FLN, et bien entendu de la mentalité des dirigeants dont nous venons de dire un mot, hein, leur propension à vouloir prendre le pouvoir et le prendre comme l'a fait l'état-major général à travers ses blindés en 1962, par la force, et utiliser la force. Précision utile, au moment où la LN de l'intérieur manquait de tout, la LN des frontières, l'armée des frontières, quand elle est entrée au pays, elle est entrée avec des blindés légers. Absolument. Et des canons de l'artillerie lourde. Elle était surarmée, en effet. Oui. Elle était surarmée. Peut-être faut-il mettre à sa décharge, parce que c'est ça aussi l'histoire, la ligne Maurice et la ligne Chal l'ont empêché de faire entrer, il faut le dire aussi, l'armement, parce que du côté à Tunis ou au Maroc, il y avait quand même des moudjahidines qui étaient sincères. Mais est-ce que les opérations Chal, qui ont laminé littéralement la LN de l'intérieur, beaucoup de gens parlent de déconfiture complète de la LN de l'intérieur, est-ce que ça n'a pas été fait exprès par De Gaulle pour affaiblir la LN et permettre à l'armée des frontières d'être forte et de prendre le pouvoir? C'est une question qui se pose. C'est une question qui se pose et à laquelle on ne peut pas avoir de réponse. Oui, hélas. Oui, parce que... la question peut se poser. Peut se poser. Oui. Je pense que le général de Gaulle, en dépit de ce qu'on dit, n'a jamais voulu de l'indépendance de l'Algérie. Oui. Jamais. Il ne s'est consolé de cette indépendance parce qu'il a fait à l'Algérie 4 ans de guerre. Il a fait aux Algériens 4 ans de guerre. Mais il y a sa fameuse phrase à un de ses amis dont j'ai oublié le nom, où il a dit vous les avez vus avec ces Berbères et ces Arabes, avec leurs burnous et leurs coutumes. Si l'Algérie devient totalement française, dans 40 ans, le Parlement sera à moitié composé de ces Arabes et Colombey, les 2 églises, deviendra Colombey, les 2 mosquées. C'est vrai. Donc il voulait que la France se détache, que l'Algérie soit détachée de la France. Il ne l'avait pas montré quand il était arrivé au pouvoir en 1958. En effet, il ne pouvait pas le montrer, ça n'aurait pas été très intelligent. Tout à fait. Oui. Il n'aurait pas lancé le plan de Constantine. Exactement. Je pense que le général de Gaulle a mis 2 fers au feu, y compris au moment de l'indépendance,
d'un côté, il négocie la paix, ce qui est devenu, ou ce qui sont devenus les accords d'Évian, ça s'appelait autrement. Et bien entendu, il impose le référendum, comme si les Algériens allaient choisir le non à l'indépendance. Oui. Je crois qu'il avait joué, il avait toujours de fer au feu, et il a fait néanmoins, la SFI, les socialistes, ont fait 3 ans de guerre à l'Algérie, un peu plus, et le général de Gaulle en a fait 4 ans. Brahim Youssi, parlez-nous un peu de cette histoire de l'État français, si ce n'est de Gaulle lui-même, qui aurait demandé à Mohamed V, le père de Hassan II, de remettre un passeport marocain à Bouteflika, à l'époque, avant l'indépendance, hein, pour qu'il puisse se rendre en France et rendre visite aux prisonniers historiques à la prison d'Aulnay en France. C'est fort possible, mais il faut savoir que... Ce n'est pas fort possible, il n'y a aucun doute. Bouteflika a rendu visite aux prisonniers à la prison d'Aulnay. Non, c'est pas la condamnation. D'avoir que De Gaulle ait demandé à Mohamed V d'octroyer un passeport. Non, là aussi, il n'y a aucun doute. Bouteflika s'est rendu en France avec un passeport marocain. Le doute ne se pose pas sur le fait que Bouteflika ait voyagé avec un passeport marocain. Ce que je voulais dire, c'est que beaucoup de dirigeants algériens circulaient avec des passeports, soit tunisiens, soit marocains, soit égyptiens, etc. Oui, donc, en effet. Beaucoup voyageaient avec des passeports marocains et Bouteflika en est un. Ce que je ne peux pas fonder, c'est le fait que De Gaulle ait demandé. Oui, là, en effet, ce serait difficile de... Voilà. Mais sinon, bon, il lui a demandé, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Bouteflika arrive à Aulnoy, au château d'Aulnoy. Oui, voilà. Oui, bien entendu. Il voit d'abord, parce que l'instruction de Boumedienne était de voir, bien sûr, de voir les 5, mais de proposer à Mohamed Boudiaf. Alors attendez, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, Boumedienne a délégué Bouteflika pour qu'il parle aux prisonniers d'Aulnoy. Absolument. Oui, alors ensuite? Absolument. Ensuite, il avait reçu aussi comme instruction de Boumedienne de demander à Mohamed Boudiaf de faire alliance avec l'état-major et de lui réserver le pouvoir. L'état-major, ça veut dire l'armée des frontières. Hein? L'armée des frontières. D'accord. L'état-major général. Ça veut dire il lui a demandé de faire alliance avec lui, que Boudiaf devienne président soutenu par l'armée des frontières. Tout à fait. Oui, alors? Tout à fait. Boudiaf a catégoriquement refusé cette offre. D'ailleurs, il avait lui-même déclaré qu'il était antimilitariste, qu'il était contre la prise du pouvoir par ses moyens militaires ou rentrer dans Alger, prendre le pouvoir dans un blindé de l'AMG. Et le refus catégorique de Boudiaf a fait que Bouteflika s'adresse à Ahmed Ben Bella, qui avait toujours soutenu l'état-major, qui avait toujours soutenu Boumedienne. Mais l'opportunité lui avait été donnée de se renforcer par rapport à ses adversaires qui, eux aussi, il faut le dire, visaient le pouvoir. Oui. Et quelle a été la condition de Boumedienne à Ben Bella pour qu'il en fasse un président? Contre quoi? En contrepartie de quoi? La contrepartie, c'est de maintenir je pense que la contrepartie, personne ne la connaît, mais nous pouvons imaginer, que l'état-major reste en place. Et que Boumedienne reste ministre de la Défense. Vraisemblablement. Puisqu'il est resté ministre de la Défense. Vraisemblablement, d'ailleurs, il est resté ministre de la Défense, bien sûr, à l'indépendance. Oui. À l'indépendance. Il était même vice-président. Et vice-premier ministre. Vice-premier ministre ou vice-président. Oui. Effectivement, vice-premier ministre. Oui. Hein? Et on dit que ça a été ces conditions. Je fais de toi un président, mais je reste le ministre de la Défense et je reste le vice-premier ministre ou vice-président. Selon toute vraisemblance. Et pour se préparer, parce qu'il n'était pas connu à l'époque, Boumedienne, il ne pouvait pas prendre le pouvoir comme ça. La réalité le confirme. Parce que lui s'est adressé à ceux qui étaient considérés, même Aït Ahmed avait été approché
Oui, mais Aït Ahmed paraît il les a quasiment. Ah oui, oui, il les a jetés. Oui. Voilà, Il les a exactement. Il jetés. Oui, voulait oui. même pas en Même discuter. parce que Boumediene voulait avoir absolument une tête d'affiche, Oui. hein, un leader Qu'il soit ou malléable, qu'il soit. parmi ceux qui ont déclenché, directement ou indirectement, la lutte de libération nationale. Et alors ensuite, une fois qu'ils se sont mis d'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que le GPRA, ce que je considère, quant à moi, comme une erreur tactique, le GPRA destitue les membres de l'état-major, c'est-à-dire Boumdine, Oui, Ali Menjli et Qaït Ahmed. oui. Et cette décision a forcé, je dis forcé, a donné l'occasion à Ben Bella de faire alliance avec le GPRA de façon franche et publique. Pas avec le GPR, avec Non, l'OMG, vous avec voulez dire. l'état-major. Avec Oui, l'état-major, oui, effectivement. oui, Avec l'état-major. D'ailleurs, il quitte le GPRA. C'est là où, effectivement, le GPRA Khedr aussi quitte le GPRA. Et oui. le GPRA était devenu quasiment une coquille vide où tout le monde démissionnait les uns après les autres. Et même Et Farhat Abbas aurait commis son erreur politique principale en acceptant le fait accompli. oui, d'une part, non seulement Farhat Abbas avait accepté le fait accompli, mais Farhat Abbas avait rejoint le bureau Oui, politique de oui, Tlemcen. oui. Il avait fait alliance Exact, avec exact. le bureau politique de Tlemcen. Exactement. Et sur le bureau politique de Tlemcen, des soutiens de Abbas, de toute Oui, son équipe, de Ahmed oui, Boumengel, de Ahmed Francis, exact. c'est-à-dire des udmistes, mais il y avait aussi des ulémistes ou des membres de l'association des ulémas, en dépit du désaccord du président des ulémas à l'époque, Rahimahullah, Cheikh Bachir Ibrahimi, parce qu'il y avait du côté du bureau politique de Tlemcen, Ahmed Toufiq al-Madani et Cheikh Khairuddin. Oui, oui. Alors que tous les autres politiques se sont opposés au bureau politique de Tlemcen constitué par Ben Bella, auquel d'ailleurs était sur la liste Mohamed Boudiaf Oui, et Hussein Ahmed qui avaient refusé d'y siéger. d'accord. Voilà. Le seul dont n'a pas parlé votre reportage de tout à l'heure, c'est de Karim Belkacem qui a été un élément central et important dans la crise. Oui, oui. Parce que c'est lui le premier qui s'est opposé à Boumediene, rejoint par Mohamed Boudiaf, qui a été encore beaucoup plus intransigeant, mais à l'exception de Karim, parce que le Karim était devenu l'adversaire, la cible de Ben Bella à ce moment-là, et Boudiaf qui avait été enlevé et pendant quelques heures, il a été mis au secret. Je crois qu'il a été enlevé par les maquisards de la Wilaya 1, et puis relâché bien sûr quelques heures après. Et des négociations sont engagées avec Mohamed Khidr, et on est arrivé à une solution, celle de rediscuter de la composition du bureau politique, toujours les hommes. Et ensuite, sur les élections, le reportage on avait fait allusion, les élections à la constituante, sur les listes qui devaient les dresser et la façon dont elles devaient être dressées. Qui était à la tête de la Wilaya 1 à ce moment? Et il y avait la Wilaya 1. Le nom m'échappe. Mais Youssef Saadi a joué un grand rôle Youssef Saadi a joué un grand rôle. En faisant rallier un grand nombre d'hésitants de grands combattants, surtout à la Kasbah, il les a fait rallier à Boumediene, à l'armée des frontières. Et ça a joué un rôle capital dans la prise d'Alger, paraît-il. Absolument. Oui. Tout Mais à fait. la prise d'Alger a joué un rôle important oui. En faveur de l'état-major général, c'est-à-dire de l'armée des frontières, pour reprendre votre terminologie, et bien entendu en faveur du bureau politique de Tlemcen. Il y a un autre acteur qui a été important, mais en France, qui avait réussi à retourner d'une certaine façon un certain nombre de cadres et de militants de la Fédération de France en faveur de Ahmed Ben Bella, alors qu'elle était originellement hostile. C'est Bachir Boumaza. Oui.
Oui, effectivement. qui avait joué un Oui. rôle en France assez important en faveur de Ben Bella et du bureau politique de Tlemcen. Il en a été largement remercié par la suite d'ailleurs. Récompensé. Oui. Mais sinon, la prise des villes algériennes par l'armée des frontières et surtout la prise d'Alger, comment elle s'est passée, la prise d'Alger notamment? Il y a d'autres qui pourraient en parler beaucoup mieux que moi, qui ont vécu cet épisode, cette tragédie, notamment le commandant Azdin, qui Oui. était bien sûr contre l'armée des frontières, Oui. contre bien entendu le pouvoir qui s'installait parce qu'il était assez engagé dans ce sens. Et bien sûr, Khatib, hein, le colonel Khatib, Oui. qui était le patron de la Wilaya 4, Oui, effectivement. et d'autres qui pouvaient en parler. Sur les événements, bien sûr, il y a eu des affrontements et des tueries. Et bien entendu, le documentaire que nous avons vu parle de 1000 morts. D'autres parlent de beaucoup plus, et d'autres parlent de beaucoup moins. Moi, j'ai entendu un chiffre beaucoup plus élevé, oui, et beaucoup pas crédit. Ceux qui étaient dans les combats eux-mêmes donnent un chiffre beaucoup plus de 1000 morts. Ils parlent de 2000 morts. Mais ces 2000 morts qui ont été tués par leurs frères, des moudjahidines de l'intérieur qui ont été tués par leurs frères des frontières, une même armée. Ils ont été inscrits à l'activité. C'est des chouhada? Non. Non? Non, pas du tout. Ils n'ont pas été inscrits non. Jusqu'à ce jour? Jusqu'à aujourd'hui, à ma connaissance. C'est incroyable. Oui, à ma connaissance, non. Eh ben. À ma connaissance, non. C'est formidable. Et ensuite, alors, une fois que Alger a été prise, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'une fois qu'Alger a été pris, que le bureau politique de Tlemcen s'est imposé, parce qu'il y a eu la défection et la démission de Boudiaf et Hussein Aït Ahmed. Ben Bella, lui, qui fait une déclaration, il dit s'il y a une ou deux défections, cela ne pose aucun problème, nous pouvons gouverner l'Algérie. Et c'est ainsi que les listes pour la constituante qui devait avoir lieu, si mes souvenirs sont bons, le 12 août, et qui ont été remportées à la fin du mois d'août, vers le 27 ou le 28 août. Oui. Et ces élections ont bien eu lieu. Et bien entendu, c'est le bureau politique de Tlemcen qui a choisi les candidats. Voilà. Et l'affaire était jouée. Le gouvernement a été formé et nous connaissons la suite des événements. Et Ben Bella ne savait pas lui-même ce qu'il attendait. Il pensait être celui qui guidait les événements alors qu'il n'en était qu'un outil provisoire en attendant que le véritable maestro, le grand chef d'orchestre de la prise du pouvoir, de la confiscation de l'indépendance, M. Boumedienne, allait l'envoyer dans les geôles pour 15 années. Oui, hélas. Pour avoir bien connu Ben Bella, parce que j'ai travaillé longtemps avec lui, dans les années 80, nous avons parlé de cet épisode et bien entendu de Boumedienne. Oui. Je ne sais pas s'il péchait par naïveté ou par excès de naïveté, mais à certains hommes qui sont encore vivants, ils peuvent en témoigner, qui sont allés le voir parce que c'était ses proches, lui disant que Boumedienne allait le renverser, allait lui faire un coup d'État. Et il a dit, l'homme avec lequel j'ai échangé ma chemise ne peut pas me faire de coup d'État. Sur cette conclusion ô combien édifiante, Brahim Younsi, merci beaucoup, en espérant vous revoir bientôt. Cette émission est maintenant terminée. Salam alaikum, Azul Villaoun, à demain.